Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'économie avec un concept fondamental, un problème qui touche vraiment toutes nos décisions, du petit déjeuner aux grandes politiques. Oui, bonjour, c'est le problème économique fondamental. Exactement. Et pour commencer, une question toute simple, tirée de notre source. Est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'on aimerait avoir ? La réponse, j'imagine pour presque tout le monde, c'est non. Clairement non. Ah oui, Et c'est justement ce décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut obtenir qui est au centre de toute l'économie en fait. ce non généralisé, c'est ça qui fait exister l'économie comme discipline, simplement parce qu'on ne peut pas tout avoir. C'est tout à fait ça. Les économistes, ils mettent ça en forme avec le concept de problème économique. C'est quoi? C'est la confrontation entre des désirs humains, qu'on peut voir comme illimités, on veut toujours plus, toujours mieux, Mhm. et de l'autre côté, des ressources pour satisfaire ces désirs qui, elles, sont limitées, très limitées même. Donc une soif qui n'en finit pas, face à des moyens qui, eux, ont une fin. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et ce déséquilibre porte un nom clé en économie, la rareté, la scarcity en anglais. La rareté. Et attention, la rareté, ça ne veut pas forcément dire qu'une chose est rare comme on l'entend d'habitude, genre un diamant. Non, c'est juste qu'il n'y en a pas assez pour que tout le monde puisse en avoir autant qu'il veut, gratuitement. D'accord. C'est cette tension permanente entre désir et moyens limités. Et c'est ça le point de départ de toute l'analyse économique. D'accord. Alors, si on creuse un peu cette idée de rareté. D'un côté, les désirs illimités. Notre source dit que c'est presque dans la nature humaine, non ? Vouloir un meilleur téléphone, une voiture plus performante, être en meilleure santé, avoir plus de temps libre. Enfin, la liste est infinie, quoi. C'est l'hypothèse classique des besoins illimités. Même si, nos besoins de base, manger, dormir, sont finis, nos désirs de confort, de nouveauté, d'expérience, de reconnaissance, eux, ils semblent sans fin. Dès qu'on satisfait un désir, paf, un autre apparaît. C'est assez vrai, ça. Et face à ça, il y a la dure réalité. Les moyens. Les ressources pour produire tout ce qu'on désire, elles, sont limitées. Le nombre de travailleurs, les matériaux, les machines, même notre temps. Tout ça, c'est fini. Exactement. C'est la contrainte des ressources limitées. Et c'est ce choc, désir infini contre ressources finies, qui crée la rareté. Et il faut bien comprendre, la rareté, c'est pas juste un problème économique, c'est le problème central. Le cœur du réacteur, si on veut. Oui, on peut dire ça. Toute la science économique, au fond, elle cherche à comprendre comment les sociétés font pour allouer au mieux ces ressources rares. Comment on gère cette insuffisance? Qui obtient quoi? Comment on produit? Bon, très clair. Alors, ces fameuses ressources limitées, c'est quoi exactement pour un économiste ? Comment on les classe ? Alors, traditionnellement, on les regroupe en 4 grandes catégories. On appelle ça les facteurs de production. C'est un peu les ingrédients de base pour produire quoi que ce soit, un bien ou un service. D'accord, les 4 ingrédients essentiels. Lesquels ? Alors, le premier, c'est la terre. La terre. J'imagine que ça ne veut pas juste dire le lopin de terre. Non, c'est beaucoup plus large. En économie, la terre, ça englobe toutes les ressources naturelles brutes. Le sol, oui, mais aussi les forêts, les minerais, le pétrole, le gaz, l'eau, l'air, le soleil. Ah oui, tout ce que la planète nous donne, en gros. Exactement. Tout ce qui vient de la nature avant qu'on le transforme. Et beaucoup de ces ressources ne sont pas renouvelables ou très lentement, ce qui renforce leur rareté, bien sûr. Logique. Et le deuxième facteur ? Le deuxième, c'est le travail. Là, c'est l'effort humain, physique ou intellectuel, peu importe. C'est tout ce que les gens apportent comme contribution à la production. Donc, la force de l'ouvrier, mais aussi la compétence du chirurgien, la créativité du designer. Et sa qualité et ses compétences, tout ça est limité dans une économie. Terre, travail, d'accord. Le troisième ? Le troisième, c'est le capital. Et là, attention, c'est très important. Oui. En économie, quand on parle de capital comme facteur de production, on ne parle pas d'argent. Ah, voilà, ça c'est crucial. Parce que tout le monde pense capital égale argent. Oui, c'est une confusion très fréquente. Mais non. Ici, le capital, ce sont les biens qui ont déjà été produits par l'homme et qui servent à produire d'autres biens et ou services. C'est-à-dire ? Des exemples concrets ? Les outils, les machines dans une usine, les bâtiments industriels, les ordinateurs, les logiciels, les camions de livraison, les routes, les ponts, tout ce qui est fabriqué pour aider à produire plus efficacement plus tard. Je vois. Donc, l'outil, pas l'argent pour acheter l'outil. Exactement. L'argent, c'est un moyen d'échange. Ça facilite l'achat du capital. Mais ce n'est pas le capital productif lui-même. L'usine est un du capital, les billets dans le coffre-fort ne le sont pas, au sens de facteur de production. C'est très clair. Le capital, ce sont les biens de production.
Et le quatrième et dernier facteur, alors? Le quatrième, c'est l'entreprise. On dit aussi entrepreneuriat ou capacité entrepreneuriale. C'est un peu différent, plus immatériel. D'accord. Ça représente l'initiative, la compétence pour combiner les trois autres facteurs, terre, travail, capital, de manière nouvelle, efficace, pour créer quelque chose. Ça inclut l'organisation, la prise de décision et surtout, très important, la prise de risque. Le risque d'innover, de lancer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu l'étincelle qui met tout en mouvement. Sans quelqu'un pour avoir l'idée, pour organiser, pour risquer son temps ou son argent, les autres ressources resteraient là, inutilisées ou mal utilisées. Donc, pour résumer, terre, ressources naturelles, travail, effort humain, capital, biens de production, pas l'argent, et entreprise, initiative et prise de risque. Ce sont les 4 piliers. C'est ça. Et le point fondamental, c'est qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, Rares, limités. exactement. Leur disponibilité n'est pas infinie à un instant T. On n'a pas des ressources naturelles illimitées, ni une main-d'œuvre infinie et omnicompétente, ni un stock sans fin de machines, ni une source inépuisable d'entrepreneurs géniaux. Et là, on revient au point de départ. Désirs illimités d'un côté, et ces 4 facteurs essentiels, mais rares, de l'autre. Alors, la conséquence, elle est inévitable, j'imagine. Tout à fait. Cette tension, cette équation, elle mène directement et forcément à une chose, le choix. Ah oui! Puisqu'on ne peut pas tout avoir, puisqu'on manque de ressources pour satisfaire tous les désirs, eh bien on est obligé de choisir, tout le temps, faire des arbitrages. Choisir A, ça veut dire renoncer à B. Et ça, c'est vrai pour nous, individuellement, tous les jours. L'exemple de l'étudiant dans la source, c'est parlant. Il a une soirée, 2 examens le lendemain, éco ou chimie. Et s'il choisit 3 heures pour l'éco, Il renonce à ses 3 heures pour la chimie. Son temps, une ressource rare, l'oblige à choisir. c'est exactement ça. Et ce même principe s'applique à plus grande échelle. Oui, l'autre exemple, c'est le gouvernement. Budget limité. S'il construit un hôpital, cet argent, ces ressources mobilisées, Ne sont plus disponibles pour une nouvelle école, ou pour réparer des routes, ou pour autre chose. Encore une fois, la rareté, ici des fonds publics, impose un choix entre plusieurs options qui seraient toutes utiles ou désirables. c'est fou, comme c'est la même logique, finalement, que ce soit pour mon emploi du temps ou pour le budget de l'État. C'est toujours la rareté qui impose le choix. Mais alors ça amène une autre question, qui est super intéressante et aussi fondamentale en économie. Si chaque choix signifie renoncer à quelque chose, comment on mesure le coût réel de ce qu'on choisit? Est-ce que c'est juste le prix qu'on paye? Bonne question. Le vrai coût, ce ne serait pas juste les euros dépensés? Pas seulement. Et souvent, ce n'est même pas le plus important. Le coût économique réel d'une décision, ce n'est pas ce qu'on paye, mais c'est la valeur de ce à quoi on a renoncé pour l'obtenir. C'est ça, le fameux coût d'opportunité. Le coût d'opportunité. Oui, on entend souvent ce terme. Alors c'est quoi exactement? Alors, le coût d'opportunité d'un choix, disons choisir l'option X, c'est la valeur de la meilleure autre option à laquelle on a renoncé en choisissant X. La meilleure alternative perdue. C'est exactement ça. Le vrai coût de X, ce n'est pas son prix, c'est la valeur ou le bénéfice qu'on aurait pu obtenir de Y, la meilleure chose qu'on aurait pu faire à la place, mais qu'on n'a pas faite. C'est l'opportunité manquée qui est le coût réel. D'accord. Reprenons notre étudiant. S'il choisit de réviser l'économie toute la soirée. Son coût d'opportunité, c'est pas juste qu'il est fatigué, c'est la valeur de la meilleure chose qu'il aurait pu faire d'autre avec ce temps. Si la meilleure alternative pour lui, c'était de réviser la chimie, alors, le coût d'opportunité de réviser l'éco, c'est la connaissance en chimie qu'il n'a pas acquise ou la potentielle meilleure note en chimie à laquelle il a renoncé. Si sa meilleure alternative, c'était de dormir 8 heures pour être frais le lendemain. Le coût d'opportunité, c'est le bénéfice de ce sommeil perdu. Précisément, c'est toujours la valeur de la meilleure alternative non choisie. C'est la valeur du plan B le plus intéressant, si on veut. Ça change quand même pas mal la perspective sur ce que coûte une décision. Ah mais complètement. Comprendre ça, le coût d'opportunité, c'est vraiment la clé pour penser comme un économiste. Ça oblige à regarder au-delà du coût visible, du prix, pour voir les arbitrages cachés. Qu'est-ce que je sacrifie vraiment en faisant ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre de mieux avec ces mêmes ressources? Mon temps, mon argent, mes efforts. C'est une question qu'on devrait se poser plus souvent, peut-être. Pour nos choix perso, mais aussi pour les entreprises, les gouvernements. C'est valable partout. Une entreprise qui investit des millions dans un projet A renonce à l'opportunité d'investir ces millions dans un projet B qui était peut-être sa meilleure alternative. Le coût d'opportunité de A, c'est le bénéfice potentiel de B qui est perdu. On voit bien la puissance du concept. Il met en lumière les compromis qu'on fait sans cesse à cause de la rareté. C'est omniprésent, oui,
Chaque fois qu'une ressource rare est utilisée pour quelque chose, on renonce à tous ces autres usages possibles. Le coût d'opportunité, c'est la valeur de la meilleure de ces options abandonnées. C'est vraiment au cœur de l'analyse des choix en économie. C'est une grille de lecture très utile. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on a dit, le fil conducteur, c'est tout part de la rareté. Nos désirs dépassent nos ressources. C'est ça. Et cette rareté nous force à faire des choix. On ne peut pas y échapper. Et chacun de ces choix a un coût réel, qui n'est pas juste le prix, mais le coût d'opportunité. La valeur de ce qu'on a sacrifié, de la meilleure alternative perdue. Exactement. Et les ressources rares à la base de tout ça, ce sont les 4 facteurs de production. La terre, le travail, le capital, les outils, les machines, pas l'argent, hein, on insiste. Oui, c'est noté. Et l'entreprise, l'initiative qui combine tout ça. Parfait. Ça donne une structure assez claire pour comprendre beaucoup de choses autour de nous, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour finir, la source propose une petite réflexion. Intéressante, je trouve. Ah oui? Laquelle? Elle nous invite simplement à penser à nos propres choix récents. Par exemple, là, maintenant, en choisissant de passer du temps à écouter cette discussion, quelle était la meilleure chose qu'on aurait pu faire à la place? Ah, le coût d'opportunité d'écouter cette analyse économique. Exactement. Peut-être que c'était travailler sur un dossier urgent, ou passer du temps avec ses proches, ou faire du sport, ou juste se détendre. Intéressant comme exercice. L'idée, c'est pas de se dire « Oh là là, j'aurais dû faire autre chose ». Non, c'est juste de prendre conscience de cet arbitrage qu'on fait constamment, d'intégrer cette notion de coût d'opportunité dans notre façon de voir les choses au quotidien. Se demander « Ok, en faisant ça, à quoi je renonce de mieux ?» Ça peut aider à faire des choix plus conscients, peut-être plus alignés avec ce qui compte vraiment pour nous. C'est une façon d'aiguiser son regard économique sur le monde, en fait. C'est un peu ça, oui. Reconnaître que derrière chaque action, chaque décision, il y a un arbitrage lié à la rareté. C'est une clé fondamentale pour comprendre comment on fonctionne individuellement et collectivement.